Merci beaucoup. Nous avons une très grande joie de vous tenir encore compagnie. C'est toujours dans le cadre de l'émission Ce qui se passe au Congo. Nous avons l'habitude de vous dire que Ce qui se passe au Congo est une émission d'actualité, une émission d'analyse auquel nous voulons des meilleures, de belles analyses pour enseigner, édifier et former la population congolaise en général et celle de la ville, province de Kinshasa. Une fois de plus, merci de partout où vous nous suivez. Je sais que vous nous suivez sur YouTube et partout dans le monde. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Il s'agit de Patrick Eboli à la prise de vie, Jonas Munganga à la régie d'antenne, la réalisation de Justin Bendele. La coordination est assurée par Sami Tsumbu et à la présentation, c'est moi-même. Je m'appelle Papi Mbamba, ce qui se passe au Congo. Voilà, nous avons la joie pour vous de vous recevoir, enfin de vous informer, ou soit pour analyser ensemble avec nous aujourd'hui un grand monsieur qui va nous présenter les meilleures analyses pour ce soir. Il s'agit bien de monsieur Ngindu Kalala, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Il est important de présenter que monsieur Ngindu Kalala, c'est un professeur, il est le secrétaire général adjoint académique, secrétaire général académique à l'Institut supérieur du commerce, docteur en économie et commerce, produit de l'université italienne, l'expert en management et décentralisation, en élaboration et évaluation des projets et développement rural. ADGA honoraire de l'Office national du café. Il a été plusieurs fois conseiller aux affaires étrangères sur la décentralisation. Je crois que c'est ce que je pouvais dire. Je crois qu'on peut se limiter là, monsieur le professeur, pour ne pas tout finir. On ne peut pas tout finir, effectivement. Pour me présenter, il faut une grande... Une présentation kilométrique. Voilà, effectivement. Bon. Merci beaucoup, pas monsieur. Sur des décentralisation, mais conseiller aux affaires étrangères et à la décentralisation. Merci. Et à l'ETP. Merci pour cette correction. Merci beaucoup. Dès l'entrée de jeu, je vous avais dit que nous allons parler avec monsieur le professeur Ngindu Kalala. On parlera de la République démocratique du Congo en général. Nous allons parler sur ce qui se passe plus à l'est du pays. Il y a des guerres continuelles, il y a toujours des morts. Nous parlerons aussi de la ville province de Kinshasa, très particulièrement du marché central communément appelé Zando. Mais aussi, comme il est économiste de formation, il pourra prédire ou nous dire que sera l'économie de la République après cette grande pandémie. De l'entrée de jeu, monsieur le professeur, je viens à vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez résumer en voyant, en entendant et en écoutant tout ce qui se passe à l'est du pays? Votre résumé d'abord. Vous avez la parole, monsieur le professeur. Ok. Merci bien, monsieur Papi. Merci d'abord de vous être déplacé pour venir vers moi, afin qu'on puisse analyser ensemble la situation de notre pays sur les différents aspects, aspect social, aspect économique, bon, pourquoi pas aussi la rentrée académique. Académique aussi, pourquoi pas aussi la Covid-19, ainsi de suite. Donc, je suis vraiment honoré de vous avoir avec moi aujourd'hui. Vous me posez la première question qui est votre préoccupation sur la situation du pays, sur tout ce qui concerne l'Est du pays. Voilà. Naturellement, l'Est du pays est en proie à l'insécurité et le gouvernement est là. Chaque vendredi, il analyse cette situation. Et les autorités nous disent bien, chaque fois, calme et relatif, bon, en dépit de ceci, en dépit de cela. Mais nous devons savoir que ça fait plus de 20 ans que la situation de l'Est est préoccupante. Ça, nous devons le dire sans embâge.
cette situation freine le développement de notre pays, puisque toutes les ressources, toutes les énergies, tous les efforts sont orientés vers l'Est pour que l'Est rentre dans les girons vrai et complet de la RDC, c'est-à-dire qu'on évite l'insécurité à l'Est. Mais des communs de mortels, je dois vous dire que l'insécurité qui est à l'Est, ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier. Même du temps du maréchal Mobutu, moi j'étais en Europe et nous on suivait toute la situation du pays. Et en Europe on est mieux informé quand on est ici. Même du temps de maréchal Mobutu, l'Est du pays était toujours en proie à l'insécurité. Et le maréchal a laissé l'Est du pays en difficulté. Et quand le régime d'Afdel est arrivé, il a accentué l'insécurité à l'Est qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelle analyse faire de cela? Je crois que nous sommes tous responsables de ce qui se passe à l'Est. En premier lieu, Kinshasa, et en second lieu, nos frères et sœurs de l'Est. Puisque ceux qui font la guerre à l'Est ne sont que des frères et sœurs de l'Est, mais qui sont malheureusement manipulés par nos frères et sœurs qui habitent à Kinshasa, et par nos voisins. Et nos voisins sont à leur tour manipulés par l'Occident. La guerre de l'Est, ce n'est pas une guerre ethnique comme on semble nous faire voir. Ce n'est pas une guerre ethnique. On ne vous trompe pas, M. Papi. Ce n'est pas une guerre ethnique. C'est une guerre qui nous est imposée par la fameuse communauté internationale. Nous devons le dire si haut. C'est vrai. Nous devons le dire si haut. Ce n'est pas la guerre ethnique. Ce ne sont pas les Nandais qui se battent contre, je ne sais pas, les Bashi, les Bafulero, les Banindo. Non, ce ne sont pas eux, puisque ils ont vécu là-bas tous ces siècles ici sans cette guerre. Mais je vous dirais qu'à partir de 1961, 1972, 1974, 1994, voilà, nous subissons les conséquences de deux ethnies qui sont au Rwanda et qui sont en Ouganda et au Burundi. Leurs antagonismes, l'hégémonie qu'ils veulent placer sur l'Afrique centrale et les mésententes entre eux se sont déversés sur la RDC. Et en se déversant sur la RDC avec la bénédiction de la communauté internationale, et aujourd'hui nous sommes à la traînée de la poudre. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi seulement le Congo? Mais n'oubliez pas que depuis 1885, les visées de la communauté sur la terre incognita, qu'on appelait par les Occidentaux, donc les rois des Belges, étaient de pouvoir s'accaparer de toutes les richesses du Congo. On a découvert que cette terre, partout, la RDC partout, est riche et partout elle est pauvre. C'est ça. Et qu'il y avait des minéraux. Et que les minéraux qui sont maintenant à l'est du Congo sont les minéraux qu'on utilise dans presque tous les appareils de télécommunications. Les téléphones, les voitures, les avions, tous ceux qui travaillent avec les courants. Pour que cela travaille avec le courant, il faut prendre les minéraux de la RDC. Voilà qu'à travers ces minéraux-là, qu'eux ont découvert et qui sont en train de prendre, puisqu'ils veulent semer la confusion, et en semant la confusion, vous n'en profitez pas, et ils se sont établis vers Rwanda, surtout Rwanda et l'Ouganda, où ils sont vraiment avec pied ferme, et ils ont installé leurs petites unités de production sur place, pour faire trompe-l'œil, et voilà qu'ils les amènent. Je vous dirais, il n'y a pas un aéroport le plus fréquenté comme l'aéroport de Walikale au Congo. À l'aéroport de Walikale,
vous avez au moins 7 à 12 avions par jour. Des hélicoptères, des Antonov, des aéronefs, pour transporter les minéraux en catimini. Il n'y a ni DGM, il n'y a ni DGDA, il n'y a ni donc aucun service de l'État à cet aéroport-là. Chaque jour ici, nous avons le minimum de 12 aéronefs qui transportent les minéraux à Walikale. Merci beaucoup, monsieur le maintenant, excusez-moi, pour chiter, on a manipulé nos frères de l'Est pour leur dire non, écoutez, vous êtes sur une terre riche et Kinshasa ne s'occupe pas de vous. Et la meilleure des choses à faire, c'est vous détacher de Kinshasa pour qu'on fasse un autre pays tampon. Vous l'avez entendu plusieurs fois. Oui. Et comme ça, vous allez jouir de vos richesses. Donc, c'est du mensonge pur et simple. Et certains de nos frères et sœurs ont mordu à la maison et ils font maintenant la guerre à leurs frères là-bas. Entre-temps, Kinshasa, qu'est-ce que Kinshasa fait? On semble déployer les efforts, mais pas avec des stratégies de contre-attaque. C'est ce que j'allais demander, des propositions que vous pouvez donner. Ah oui, des propositions à donner. Oui, le gouvernement fait un effort pour s'attaquer à ces bandits. Mais ce sont des bandits de long chemin qui sont là-bas. Mais entre-temps, Kinshasa a oublié qu'il faut une cellule plutôt de stratégie de contre-attaque. Par exemple, qui travaille souterrainement pour dénicher d'où part cela et comment composer avec ceux-là qui sont les commanditaires. Comment composer avec ceux-là qui sont commanditaires? Donc, en tout ce qu'on fait, quand un pays est ainsi attaqué, nous sommes maintenant attaqués. Ce matin, je viens d'entendre qu'à Chikapa, à Kamonia là-bas, avec les Angolais et les Congolais se sont encore tirés il y a 2 jours. Aujourd'hui, là, il y a une réunion entre les deux provinces, Lunda Nord et la province du Kasaï. En Tanganyika, on est attaqué par les Zambiens. À Manono, là-bas, on est attaqué par les Zambiens. Et à l'Équateur, il y a l'incursion. Partout, on est menacé, on est attaqué. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous faisons? On nous laisse un pays qui n'est pas solidement sécurisé. Nous avons un pays qui n'est pas solidement sécurisé. Pourquoi ça? Puisque où est notre faiblesse? Où se trouve notre faiblesse? Notre faiblesse d'abord est dans la capacité d'analyse et d'anticipation. Il y a une faiblesse au niveau d'analyse et des stratégies d'anticipation. Il y a une faiblesse quand le chef de l'État actuel, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, a commencé son mandat. Il a commencé par réouvrir le pays au monde. Nous étions déjà devenus recroquevillés sur nous-mêmes et on n'avait pas vraiment la voix au chapitre dans le Conseil des Nations. Et quand il a commencé pour approcher les uns et les autres, pour qu'on crée le dialogue entre les voisins, nous l'avons critiqué. Il ne fait que sortir, il ne fait que voyager, trop de voyages. Mais nous avons oublié que la mission d'un chef de l'État n'est pas seulement de rester dans les bureaux. C'est la mission d'aller chercher les investisseurs, c'est la mission de entretenir de bonnes relations avec les voisins, avec les autres pays, c'est d'ouvrir notre pays au monde. Alors maintenant, comme nous n'avons pas notre diplomatie, excusez-moi, mais j'ai travaillé aux affaires étrangères pendant 2 ans, j'étais conseiller, et notre diplomatie n'est pas à même d'anticiper les événements. Nous n'avons pas une diplomatie de développement. Nous n'avons pas une diplomatie qui... J'étais aux affaires étrangères, je peux vous dire, difficilement j'ai recevais les BU, les bulletins d'information qui venaient de nos missions diplomatiques. Même celles qui nous sont voisines ici, c'était difficile d'avoir les bulletins d'information, puisque nos diplomates sont encore distraits. Nos diplomates sont encore distraits. Bon, suite aussi à la situation qu'ils vivent, que les pays ne s'occupent pas d'eux. Non, mais ça fait pas longtemps, ils ont déclaré qu'ils ne sont pas payés. Oui, j'ai suivi ça avant-hier. C'est une situation qui date de longtemps. Tous les gouvernements qui sont passés, moi j'étais là, je connais bien la situation des diplomates de notre pays. Je sais de quoi je parle, puisque j'étais parmi un qui avait milité pour que... Je connais même les arriérés que l'État les doit.
Mais malheureusement, notre gouvernement ne donne pas beaucoup d'importance à la diplomatie. Alors, quand vous ne donnez pas beaucoup d'importance à la diplomatie, ne vous attendez pas à vivre en paix. On dit qui veut la paix prépare la guerre. Or, pour préparer la guerre, vous devez avoir des diplomates musculés, vous devez leur donner des moyens, vous devez les outiller, oui, les assister, et chaque fois appeler et dire, voilà, donc, c'est ça, cela ne se fait pas chez nous. Nous sommes rentrés sur nous-mêmes. On croit que non, nos frères et sœurs que nous avons envoyés en mission diplomatique, là, ils vivent de l'air, ils vivent de... Non, ce n'est pas comme ça. Donc, il y a ce manque de capacité d'analyse et de stratégie d'anticipation. Il y a ce manque de... cette cohésion nationale dont on parlait l'autre fois. Nous ne sommes pas encore sur la cohésion nationale. C'est ça ce qui se passe à l'Est. Parce que nous n'avons pas solidifier la sécurité, nous n'avons pas solidifié la cohésion nationale, nous ne sommes pas des vrais patriotes et nous ne sommes pas des vrais nationalistes. Le patriotisme et le nationalisme au Congo, ça se déclare comme slogan, mais au sein de nous-mêmes, nous ne le sommes pas. J'aimerais que vous puissiez expliquer ça, monsieur le professeur. Nous ne sommes pas des vrais patriotes et de vrais compatriotes. C'est un peu d'expliquer clairement ces mots avant de passer. Très bien, merci bien, monsieur le journaliste. Être un vrai patriote, oui. Vous savez ce que c'est quand on dit patriote, patria. Ça vient du latin. Donc, il faut que vous soyez imprégnés dans la patrie pour pouvoir défendre la patrie, même à coup de votre sang. La patrie ou rien. C'est le slogan ailleurs. Oui. Pour ma patrie, je la défendrai jusqu'à la mort. C'est le slogan ailleurs. Dans les anciens pays communistes, c'est la patrie ou c'est zéro. Est-ce que les Congolais aujourd'hui sont en mesure de mourir pour sa patrie? Est-ce que les Congolais aujourd'hui sont en mesure de mourir pour sa nation? La question, est-ce que nous sommes une nation? Pour être une nation, il y a des préalables. Lesquels? Le premier préalable, c'est la souveraineté. Oui. La deuxième des préalables, c'est la volonté de vivre ensemble. Je ne suis pas juriste. Les juristes peuvent bien s'étaler sur cette notion. Allez-y, oui. Alors, volonté de vivre ensemble, c'est ce qui constitue une nation. Vous avez les frontières, vous avez acquis la souveraineté nationale et internationale, vous avez un gouvernement, vous avez une population. Maintenant, il faut qu'il y ait la volonté de vivre ensemble de cette population sur un territoire donné. Est-ce que les Congolais ont la volonté de vivre ensemble? C'est ça la question. Si vous n'avez pas la volonté de vivre ensemble, dire, Papy est un Congolais comme moi, notre frère Justin est un Congolais comme moi, notre frère X est un Congolais comme moi, et nous avons un dénominateur commun. Quel est le dénominateur commun? C'est être Congolais. Et tant que vous n'avez pas cette volonté-là, vous ne pouvez pas être une nation. Donc, actuellement, nous ne sommes pas encore une nation et qu'on ne nous trompe pas, que les gens disent les nationalistes prônaient seulement, et c'est le même là, quand Tshisekedi est devenu président, vous avez vous-même suivi ce qui s'est passé. Il y a eu une séparation, une nette démarcation des communautés qui vivent au Congo. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je suis obligé de vous arracher la place, nous sommes en train d'avancer et la télé l'étend. Nous avons senti que vous avez beaucoup de matière, mais on va choisir une autre fois pour venir analyser. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons reçu pour vous le professeur Ngindu Kalala, qui est le secrétaire général académique à l'Institut supérieur de commerce. Pour ne pas avancer à certaines choses, il est en train d'analyser avec nous. Monsieur le professeur, le monde entier est attaqué par la pandémie de coronavirus. Mais nous, au Congo, maintenant, il y a deux épidémies. Il y a encore Ebola à l'Équateur et puis il y a coronavirus. Votre compréhension et analyse sur ces points-là. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Papi. Les deux pandémies qui sévissent en RDC, Ebola et coronavirus, oui. Deux maladies qui nous attaquent. La première, elle est venue d'ailleurs, donc la
coronavirus, c'est la Covid. La deuxième, nous l'avons depuis ce maintenant, c'est la 11e qui s'est déclarée. La première, qui est la Covid-19, vous savez très bien, il y a trop d'hypothèses dont on nous parle, qu'elle a été inventée dans les laboratoires, au P4 de Wuhan, en Chine. Et malheureusement, on n'a pas pu la maintenir, on n'a pas pu la contrôler. Et ça a évolué comme ça a évolué, c'est arrivé jusque chez nous. Il faudra vraiment insister sur ça, parce qu'hier, j'ai suivi les gens qui faisaient la marche hier vers le marché de Kinshasa, oui, qui disaient non, le président Tshisekedi nous a amené l'Ebola, le président Tshisekedi nous a amené le coronavirus, et voilà. Donc, ça c'est de n'importe quoi. Il faudra que les soi-disant partis politiques ici éduquent la masse. C'est ça leur rôle. Il faudra que les jeunesses des partis politiques éduquent la masse. C'est ça leur rôle. Il ne faut pas seulement qu'on parle comme ça trop de n'importe quoi à la télévision pour avoir des postes et ainsi de suite, et qu'on oublie d'éduquer la masse. Donc, si le président Tshisekedi a amené le coronavirus, alors Trump et Macron ont amené aussi aux États-Unis, en France. Donc chaque président a amené dans son pays la Covid-19. C'est de n'importe quoi. Il faut que notre population soit vraiment formée et qu'il soit alphabétisé. Parce que nous sommes en train de dire de n'importe quoi sur la place publique. La Covid-19 est là. Elle nous a attaqués, puisque j'ai dit ça plusieurs fois dans les différentes chaînes. Nous nous sommes comportés aussi comme l'Italie, comme la France, avec négligence. Oui. Alors que nous avons eu tout le temps possible de nous préparer pendant qu'elle était ailleurs. Elle est venue ici avec les premiers Congolais qui venaient de l'Occident et ils nous l'ont amené, mais on a semblé ne pas prendre ça au sérieux. Les premières informations aussi n'ont pas été précises, monsieur le professeur. Non. La communication du ministre de la Santé n'a pas la première communication. Et vous avez touché un point très important là où j'allais arriver. C'est la stratégie de communication qui n'est pas bonne au Congo. On n'a pas la cartographie de la maladie. On ne sait pas, moi j'avais dit ici depuis le mois d'avril, nous sommes entrés au mois, je leur avais dit, les mois de mai chez nous, c'est les mois de la saison sèche. Et la saison sèche chez nous, c'est la saison fraîche, donc froide. Ce qu'on appelle entre guillemets hiver ailleurs. Et la pandémie s'est développée ailleurs pendant la saison d'hiver. Quand c'est hiver, les virus se développent facilement. Ça grimpe. Et nous, on est entré au mois de mai avec 700 cas. Seulement le mois de mai, nous avons eu 3000 cas. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. Aujourd'hui, c'est le 10. Nous sommes à 4200 quelques. Plus de 4000. Plus de 4000. Avec 90 morts, 537 guéris, et ainsi de suite. Et avant que le mois de juin, vous voyez le temps comment il est. Avant que le mois de juin termine, je ne suis pas prophète de malheur, nous risquons d'avoir 6 000, 10 000 personnes qui sont infectées. Et si vous faites, je dis toujours, faisons un calcul simple, arithmétique. Aujourd'hui, nous sommes avec 4237. Si nous prenons 4237, on multiplie par 7, on multiplie par 8. Nous avons 237 272 potentiels malades. Pourquoi je fais ce calcul-là? Il est de tout le monde connu, confirmé aussi, qu'un malade contamine minimum 3 personnes, maximum 8 personnes. Aujourd'hui, on pense même à 15 personnes. Mais prenons 8 personnes par jour. S'il contaminait 3 ou 4 ou 7 personnes par jour, et avec 8 personnes, voilà que nous arrivons à ces chiffres que je viens de vous montrer. Alors, imaginez-vous, si on atteignait les 237, si on atteignait ces chiffres ici, de 237 000, où sont les hôpitaux qui vont s'en occuper? Qui? Et avec quel personnel médical? Alors, ce qui est bon, c'est de respecter les mesures barrières qu'on nous a données. C'est ce que j'allais demander, les conseils à donner. Oui, les mesures barrières sont très importantes. Les confinements, ce matin, j'ai suivi bien. Si en France, si ailleurs, la maladie a reculé, c'est grâce au confinement. Et restez chez vous si vous n'avez rien à faire.
sortez que quand vous avez besoin vraiment urgent de sortir. Mais les Kinois disent mais cependant, oui, mais tout ça c'est du mensonge. Quand il y a la guerre à l'Est, les gens vivent de quoi? Est-ce que l'État va leur distribuer à manger? Quel est cet État-là qui peut distribuer à manger à 82 millions, 85 millions de personnes? Avec un État déliquescent comme celui-ci? On vous demande même qu'on vous donne des masques qui coûtent 1000 francs ou 500 francs. L'État ici il reçoit l'argent où? L'État ici il reçoit l'argent de trois manières. Vous avez les impôts, vous avez les taxes, vous avez les contributions. Or, les impôts ne viennent que par la douane, par exportation et importation. Et pendant ce temps, les frontières sont fermées. On fait moins des importations, on fait moins des exportations. Or, nos exportations sont des minéraux. Les taxes aussi, l'État. Et les taxes qui doivent être mobilisées sur les marchés, sur tout ce que nous faisons. Vous savez bien que vendredi, le chef de l'État l'a bien dit, la mobilisation des recettes. On ne sait pas mobiliser des recettes. Mais quand bien même on les a mobilisées, on n'est pas en mesure de répondre à nos besoins. Donc, la COVID-19, chez nous, nous avons un problème. Et je l'ai dit, je le répète. Pour pouvoir arriver à casser la chaîne de la COVID-19 en RDC, nous devons passer par les dépistages massifs et obligatoires. Ce dépistage massif et obligatoire ne peut se faire que par la décentralisation des centres de dépistage. Il ne doit pas être seulement l'INRB. Et pourquoi seulement l'INRB? Voilà. Pourquoi seulement l'INRB? C'est le centre qui a été équipé, qui avait des équipements nécessaires pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, l'INRB a reçu du gouvernement de la République 2 millions de tests rapides. Les 2 millions de tests rapides, nous pouvons bien les décentraliser, les répartir. Comment on peut le faire pour arriver le plus vite possible vers la population et dépister ceux qui peuvent être malades ou les potentiels malades, puisqu'une fois qu'ils sont dépistés, la prise en charge immédiate est meilleure. On éviterait des morts. Bon, naturellement, si on te dépiste, oui, on éviterait la contamination. Mais s'il y a déjà ceux qui sont atteints, qui sont dans des phases où on ne peut pas guérir, bon, imaginez-vous, quand la Covid arrive, elle fait des jours au niveau de sinusite, donc au niveau de l'ésophage. Des jours. Et dès qu'elle descend dans les poumons, vous n'avez que 4-8 jours. Maximum 8 jours, 4 jours de survie. Donc, elle coupe les alvéoles qui font entrer de l'air au poumon, et une fois qu'il a terminé, alors l'air n'entre pas, c'est-à-dire l'oxygène n'entre plus, et le sang se coagule, et vous mourrez puisque les membranes meurent par manque du sang qui est la nourriture principale des membranes. Donc il y a ce qu'on appelle en termes médicaux la thrombose qui intervient. Et une fois que tu as la thrombose et que tu n'as pas eu de médicaments nécessaires pour pouvoir décoaguler le sang, c'est fini, tu meurs. Alors donc, nous devons décentraliser les dépistages vers les zones de santé. Faire comme quand on fait pour les vaccins des enfants. À former les laborantins des zones de santé. Chaque hôpital de référence doit devenir un centre de dépistage. Chaque zone de santé doit devenir un centre de dépistage. Et comme ça, puisque les zones de santé ont des relais, en utilisant les relais savent identifier qui peut être contaminé, qui ne l'est pas. Et une fois qu'on a identifié ceux qui sont contaminés, qui peuvent être dans le cas d'être sauvés, on les sauve immédiatement par une prise en charge qui convient. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Un mot aussi pour Ebola. On a pas parlé voilà, Ebola, c'est presque la même chose que Covid-19. Seulement, ces deux épidémies, ces deux virus se distinguent par leur façon d'opérer. Oui. Alors, nous avons tous les mêmes mesures. C'est les mesures de se laver les mains, c'est les mesures de porter les masques, c'est les mesures d'éviter de toucher les malades, c'est les mesures d'équiper convenablement les personnels médicales, puisque maintenant là j'ai entendu que les personnes médicales commencent à mourir. Si les personnes médicales commencent à mourir, c'est grave pour nous. Mais qui va vous toucher? Qui va vous soigner? Et ça sera grave. Donc, l'Ebola aujourd'hui, elle est à Beni, elle est à l'Équateur. Malheureusement, notre population ne comprend pas. Nous sommes très têtus, nous sommes très durs. On vous dit très bien
laisser les malades d'Ebola ou de virus être soignés ou bien être pris en charge par les équipes qui sont équipées et qu'on aille l'enterrer, nous voulons toujours enterrer, nous voulons toujours rester avec nos traditions. Non, l'affection devant un cas de ce genre-là, l'affection, gardez-la. Gardez-la. Laissez que les structures médicales s'en occupent. S'il est mort, laissez que les structures médicales aillent l'enterrer qui sont équipées. Alors, nous devons éviter de manger les viandes qu'on ramasse dans la brousse. L'Ebola nous parvient par les viandes de brousse, pourries. Et les animaux ont leurs maladies. Vous savez que ce soit les virus de Covid, Corona, que ce soit les virus d'Ebola, tous les deux virus proviennent des animaux. Tous les deux. Malheureusement, les virus de Corona, on l'a développé pour s'habituer à l'adapter aux hommes. Merci beaucoup, monsieur le professeur. On me fait déjà signe à la régie. Je disais aux téléspectateurs de nous comprendre, nous allons toucher un peu plusieurs sujets. Nous ne pouvons pas passer sans avoir parlé du marché central qu'on appelle communément Zando. Nous savons ce qui se passe au marché central de Kinshasa. Il y a eu des bruits, des affrontements d'ici là, hier je crois. Quelle est votre idée, quelle est votre proposition, compréhension pour ce marché central de Kinshasa appelé Zando? Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Papi, ce pays nous appartient à tous. Ah oui. Personne ne peut dire que c'est moi qui suis congolais et l'autre n'est pas congolais, ou c'est moi qui suis propriétaire. Moi je suis le véritable congolais, et moi je suis propriétaire du Congo. Mmh. Non, il n'y a aucun d'entre nous qui est propriétaire du Congo, mais nous sommes tous propriétaires du Congo. Mmh. Ça, nous devons le savoir. Les marchés là, ça a été créé par les colons. Mmh. Au moment où Kinshasa n'avait que 400 000 populations, 400 000 habitants. Aujourd'hui, Kinshasa a 95, 90 millions, 85 millions. On n'a même pas les statistiques fiables depuis 84 jusqu'à aujourd'hui. On peut être même à 100 millions sans le savoir. Et Kinshasa peut avoir 12 millions, 15 millions sans le savoir. Alors, 12 millions ou 15 millions, ce marché-là ne convient plus. Ne convient plus. Et puis, dans l'état où il était, est-ce que c'est ça que moi j'ai les traumatismes pour aller au marché-là? Je n'y allais pas. C'était un marché insécurisant. Il n'y avait pas de la sécurité dans ces marchés-là. On m'a déjà volé en 2006, je revenais de l'Europe. Mon téléphone dans ce marché-là, je l'avais du commerce. On m'a dit, allez-y là-bas, le gouverneur qui m'arrive, j'allais vers la librairie Saint-Paul. Et on m'a volé un téléphone comme ça là. Alors, moi aujourd'hui, quel est mon point de vue? Au vu de ce qui s'est passé hier, d'abord il faut condamner ce qui s'est passé hier. Nous sommes pendant... Parce qu'il y a eu des morts. Mais les morts sont morts puisqu'ils sont tombés dans un canal où il y avait l'électrocution selon les commandants de la ville, le général Kasson. Alors, donc, pour moi, il faut d'abord présenter les condoléances à ceux qui sont morts. De deux, il y a de l'irresponsabilité de la part de notre population. Quand on dit que le chef de l'État a proclamé l'état d'urgence, on ne peut pas faire ce qu'on a fait là. On vous dit pas plus de 20 personnes dans l'attroupement. Et respectez les mesures. Voilà les conséquences. Quand on ne respecte pas les mesures, les lois, c'est ça la conséquence. Ça, c'est de deux. De trois, cette place-là n'est pas nécessaire pour ce marché-là. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, je propose que ce marché-là quitte à cet endroit-là. Vous voyez là où il y a l'aéroport d'Indolo. Cet aéroport ne nous sert pas. En face des Ziguida, le marché qu'on appelle ça. Oui, voilà. Cet endroit-là, nous pouvons bien déplacer l'aéroport d'Indolo vers Sélé, vers Maluku, bon, là où l'on veut, pourquoi pas de ce côté ici, Mitendi, les décentraliser, donc les mettre de côté, les décentrer. Il faut décentrer cet aéroport d'Indolo. Alors, mettre là-bas un grand marché moderne qui aurait la possibilité de relier toutes les 24 communes. Nous avons de ce côté-ci les communes de Kalamo, Ngiringiri, Bandal, Bandalungwa, Kitambo, Ngaliema, Mongafula, Selembao et Lemba. De l'autre côté, vous avez Limete, Matete, Massina, Kimbanseke, et ainsi de suite. Et si vous voyez le boulevard Lumumba vient tout droit vers Ndolo, le boulevard Triomphal
qui fait la jonction avec 24 novembre, ou l'ancienne 24 novembre, aujourd'hui avenue de Libération, vont vers ce marché-là. Et au fond là-bas, vous avez la route poids lourd qui vient vers ce marché-là. Donc nous avons au moins plus des entrées. Si on décentre ces marchés-là, on l'amène vers Ndolo, nous avons 3, 4, 5 entrées qui permettraient d'arriver là. Et en même temps, faire des jonctions avec des trains. Il y a des petits trains. Des petits trains qui peuvent quitter Gombe, venir là-bas, qui peuvent quitter Moulard, venir là-bas, qui peuvent quitter Massina, arriver là-bas. Des petits trains. Vraiment, ça ne demande pas de grands investissements. C'est seulement une bonne volonté, on peut aménager très bien. Avoir aussi l'idée, l'aéroport de Ndolo. Ça, c'est une des propositions. Deuxième proposition, mais nous devons créer des marchés dans les différentes zones. Mais il y en a à Massina, les marchés de Liberté, il me semble que non, les gens ne veulent pas vendre là-bas, ils souhaitent plus venir au grand marché. Mais il est toujours plein. Ce marché de Liberté que Moussa a créé, il est toujours plein. C'est question d'éduquer aux gens. Il n'y a pas une éducation civique aussi au Congo. Il n'y a pas l'éducation civique. Si, ici à Matadi-Kibale, regardez ce qui se passe à Matadi-Kibale. On a dit, on construit, j'ai même suivi un ami qui est responsable de ces projets-là, et nous faisons les projets pour la construction de Matadi-Kibale. Mais ça fait plus de 6 mois. Le Matadi-Kibale est toujours là. Le marché n'est pas encore construit. Et les gens qui sont ici ne veulent pas entrer dans le marché. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas de brigades. Il faut que chaque marché ait une brigade. Il faut que la police fasse son travail. La police ne fait pas son travail. UPN, nous pouvons avoir un grand marché à l'UPN. D'ailleurs, ici à Matadi-Kibale, on a un grand marché. Kassangoulou, tout Kassangoulou vient ici à Matadi-Kibale. Pour citer, M. le professeur, marché de Matete. On peut organiser les marchés de Matete. À ce moment-là, les gens ne peuvent aller au marché, le grand marché, que quand pour prendre les biens qui leur manquent dans leur marché. Mais si on décentralise les taux, vous verrez qu'on va diminuer les mouvements des gens vers la ville et beaucoup de gens vont s'arrêter vers leur milieu. Merci beaucoup, monsieur le professeur. On me fait déjà signe de l'autre côté. Comme vous êtes professeur, le secrétaire général académique, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui vous suivent, surtout les étudiants, pour la rentrée académique de cette année ici? Voilà, merci bien vraiment pour cette question-là. Je dois vous dire, il y a 2 jours, nous étions tous les chefs d'établissement en réunion. Oui, votre collègue me parle aussi des élèves. Je dis bien, nous étions il y a 2 jours en réunion qui a été convoquée par notre ministre des tutelles, son Excellence M. Thomas Lohaka, qui nous a demandé de nous réunir pour lui proposer, de lui donner des propositions sur la reprise des activités académiques. C'est pour quelle année académique? La même année, puisque nous avons fait déjà premier semestre qui est terminé, et toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire, à l'exception de l'UNIKIN, qui est toujours à l'écart des autres. En retard. Non seulement en retard, mais à l'écart. Oui. Je vous dirais qu'il y a certaines facultés qui n'ont jamais terminé 2018-2019. Merci. Et que les 2019-2020, il y a d'autres facultés qui n'ont jamais commencé. Mais les autres établissements d'enseignement supérieur et universitaire sur la ville de Kinshasa, tous ont terminé le premier semestre. Aujourd'hui, nous parlons de semestre. Au niveau de l'université, nous parlons de 2 semestres. Le premier semestre est terminé déjà au mois de mars et les examens du premier semestre ont été passés. Et les cotes aujourd'hui, certaines les avaient déjà récupérées, d'autres sont dans les récupérer, d'autres ne les ont pas encore récupérées, sont dans les mains des professeurs. Donc, on ne peut pas penser à dire l'année blanche. Il n'y aura pas, et je dois garantir aux étudiants, nous avons fait des propositions à son Excellence, Monsieur le Ministre, je ne peux pas les révéler ici, mais ce que je peux vous dire, qu'il n'y aura pas l'année blanche. Il y aura peut-être la continuité de l'année pour permettre à ces étudiants-là qui avaient déjà leurs examens passés de pouvoir continuer. Et en même temps, deuxième semestre a déjà commencé. Nous avons eu déjà 3/4 des cours pour les classes terminales. Est-ce que vous allez sacrifier ces enfants-là qui ont déjà fait 3/4 des cours et vous allez sacrifier les enfants qui ont déjà passé le premier semestre? Non, ce n'est pas possible. Donc, nous avons fait des propositions à son Excellence, Monsieur le Ministre, qui va les discuter au niveau du gouvernement. Ce qui est sûr, je dois garantir à nos étudiants qu'il n'y aura pas l'année blanche. Ceux qui se préparent pour terminer leur année,
qu'ils continuent à écrire leur TFC, leur mémoire. J'ai dit ça il y a plusieurs fois que je continue à les appeler, à écrire leur mémoire et leur TFC et les envoyer via email à leur professeur, à leur directeur de mémoire et de TFC pour les corriger. Hier, j'ai un étudiant qui m'a demandé, prof, il travaille avec moi, est-ce que l'année va être blanche ou on va continuer? Je lui ai dit, qui vous a dit que l'année va être blanche? Et toi, tu travailles avec moi, tu ne m'as pas encore envoyé ton travail pour pouvoir les corriger. Tu attends quoi? Donc, même pour les élèves, hier aussi, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire et technique, il y a eu aussi des réunions dans ce sens-là, pour montrer que l'année ne peut pas être blanche. Nous allons récupérer les classes terminales. Après avoir terminé avec les classes terminales, on prendra aussi les classes de recrutement et les classes montantes. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour vos assurances que vous donnez aux étudiants et élèves qui vous suivent. Nous ne pouvons pas finir sans vous poser cette question. Quand vous êtes économiste de formation, que pouvez-vous dire pour l'économie du pays après la pandémie? Dans quelques phrases, soyez un peu bref. Merci beaucoup. Après la pandémie, voilà ce que nous préconisons. Il y aura une crise. La crise n'est pas seulement due à nous-mêmes. La crise est partout, puisque nous dépendons des marchés internationaux. Nous sommes dans la globalisation. Et comme la crise sévit auprès de ceux qui nous achètent nos minéraux, sachez bien qu'il y aura une crise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diversifier notre économie. Nous devons tous retourner à la nature. D'ici là, c'est le mois de septembre qui commence. Il faut qu'on prépare déjà la terre pour qu'on ne continue plus à importer les céréales, qu'on ne continue plus à importer, puisque tout ce que nous mangeons ici est importé. Alors, que le gouvernement diversifie son économie en se basant sur l'élevage, la pêche et l'agriculture. 3 secteurs à même de nous relever l'épine que nous avons. Si on ne pense pas à préparer les routes des secteurs agricoles, si on ne pense pas à soutenir les paysans, si on ne pense pas à soutenir les petites et moyennes entreprises dans les secteurs de pêche, d'élevage et de l'agriculture, alors là, ça sera dur. Voilà que nous sommes arrivés à la fin, mais je ne pouvais pas tout finir sans vous laisser le temps de parler, ne fût-ce que 2 mots. Donc la conclusion, c'est que les gens peuvent retenir de votre passage sur ce plateau. À quelques mots. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En quelques mots, les gens doivent savoir que ce qui se vit à l'Est et partout ailleurs dans ce pays, là où nous sommes attaqués, c'est pas notre inadvertance, c'est pas notre impréparation, pas notre capacité de ne pas envisager, de ne pas anticiper les événements. Nous n'avons pas de cellules stratégiques, de contre-stratégies pour les amis qui nous attaquent. Deuxième élément, nous devons dire que les maladies qui nous arrivent, ce ne sont pas les maladies importées par les présidents. Les gens doivent enlever cela dans la tête. Ça dépend de notre mode de vie, notre comportement. Si on ne respecte pas les mesures barrières qui ont été demandées par les chefs de l'État et par les services de santé, alors nous-mêmes nous payons de notre turpitude. Troisième élément est que les étudiants doivent être tranquilles et les élèves des classes terminales, nous allons reprendre. Dès que les conditions de Covid nous permettent, bientôt là, nous allons reprendre les classes terminales pour terminer leurs études et les autres on verra. Donc il n'y aura pas l'année blanche. En dernier lieu, pour ce qui concerne ce qui s'est passé hier pour les marchés des Andos, les marchés de Kinshasa, moi je crois que nous pouvons proposer à l'autorité d'étudier les projets ou l'avant-projet de faisabilité pour déplacer les marchés là-bas, l'amener vers Ndolo et décentraliser les autres marchés vers les 10 grandes, les districts comme nous avons. Les districts n'existent plus, mais les grandes zones que nous avons, de telle manière que 3-4 communes aient un marché, 3-4 communes aient un marché, et là on aura rendu un bon service à la population, surtout qu'on aura décentralisé toutes les activités. Merci, je vous remercie alors d'avoir répondre à notre invitation. Je disais merci aux téléspectateurs. Nous avions reçu pour vous monsieur le professeur Ngindu Kalala, qui est le secrétaire général académique à l'Institut supérieur du commerce. Il est le produit de l'université italienne. Il est docteur en économie et commerce. Il est expert en management. Il y a beaucoup d'histoires que je ne saurais pas vous expliquer. Merci pour votre aimable attention. Le numéro est là, écrivez, appelez-nous et nous nous revoyons à la prochaine. Merci.